Bon, parlons-en des termes un peu plus sérieux de cette rencontre des premiers ministres. Oui, ça s'est bien passé. Il y avait quand même du contenu. Il y avait quand même du contenu, effectivement. Donc, on rappelle que c'est quand même une première rencontre en 10 ans, première fois que meilleure rencontre en 10 ans, plutôt première fois que Mark Carney, depuis son élection, rencontrait ses homologues des provinces et des territoires. Donc, ils étaient tous réunis. On notait un changement de ton aussi avec Mark Carney. Donc, on voit que l'entente était bien présente. Chacun des premiers ministres est arrivé avec sa liste de projets. On le disait tout à l'heure là, à la blague, mais ça va être ça quand même. Mark Carney a récupéré ça, va devoir faire le tri dans tout ça. Il y a eu la construction... Des projets, le mot-clé, c'est des projets qu'on décrit d'intérêt national. Donc, national. Ils sont pas juste un petit projet pour une ville ou pour un comté dans une province. Voilà, il faut que ça serve à l'ensemble du pays. C'est ça. Voilà, construction d'un oléoduc, entre autres. Ça a fait partie des discussions pour acheminer le pétrole de l'Alberta en Asie sur les marchés internationaux. M. Carney qui n'a pas fermé la porte à ce projet-là. Il a aussi été question d'exploitation des ressources naturelles comme le pétrole et les minéraux critiques également. Donc, mais vraiment, la question de l'oléoduc a vraiment... c'est un peu dans une classe à part. Tous les autres projets sont importants, mais celui-là, c'est que tu as une province, même deux, l'Alberta, même la Saskatchewan, qui tiennent mordicus. Il y a quasiment un mouvement indépendantiste en Alberta qui dit si nos projets sont bloqués. Et là, il y a un nouveau tracé. Ça, je ne sais pas jusqu'à quel point le sérieux de ça. Mais pour les gens, là, si vous avez une carte à la maison, vous voulez vous amuser, là, mais de venir pour éviter le Québec, éviter de passer à travers le Québec, de couper vers le nord. Donc, une espèce de pipeline qui irait finir dans la baie du Tson. Oui. Puis là, de la baie du Tson, ouais, effectivement, il y a de l'eau. Si vous regardez une carte, il y a de l'eau qui se range jusqu'à l'océan Atlantique. Mais c'est pas dégelé à l'année. Il y a des canaux, il y a des zones là-dedans où tu pourrais juste circuler 4-5 mois par année. Puis bonne chance s'il y a un bris, parce que les routes là-bas, c'est pas parfait. Là. Non, c'est ça. T'es loin, c'est tout un détour. Mais François Legault n'a pas fermé la porte non plus. Il a dit pour l'instant, il n'y a pas de projet. Non, c'est ça. On va évaluer les conséquences environnementales si projet il y a, puis on va l'évaluer. C'est pas complètement fermé, mais disons, il est moins chaud. Je dirais qu'il y a 8 provinces vraiment parfaitement prêtes à l'idée de pipeline. Il y a plus de résistance au Québec. Disons, une nouvelle ouverture de François Legault, mais quand même avec une prudence. Puis même chose en Colombie-Britannique. Là. C'est un peu plus... C'est pas un non, mais un peu plus refroidi, un peu plus de retenue. Par contre, le premier ministre, M. Abbey, de la Colombie-Britannique, n'était pas là lui-même. C'était sa vice-première ministre. Il y avait, semble-t-il, un voyage en Asie, je pense, Japon, Corée, qui était prévu depuis longtemps. Et donc, il n'était pas présent à la rencontre. Mais là, François Legault est pas fermé, on le disait, à l'oléoduc, mais lui, il est surtout ouvert à son projet de ligne électrique. Et là, Mark Carney s'est montré quand même ouvert à contribuer au financement de cette nouvelle ligne de transmission entre Québec et Terre-Neuve, un projet qui se calcule en milliards de dollars. Ça permettrait ça d'ajouter jusqu'à 7200 mégawatts dans le réseau hydroélectrique du Québec. Donc, la ligne électrique, a dit François Legault, est considérée selon lui, comme un projet d'intérêt exactement. national. Au moins, ça franchit le critère de projet d'intérêt national. C'est juste quand tu regardes tous les projets qui ont été déposés, des projets de mine, tu dis, OK, est-ce qu'il va y avoir tous les investissements? Dans certains cas, c'est beaucoup des investissements publics, mais dans d'autres cas, c'est des privés, pardon. Donc, quand investissement privé, si tu as les investisseurs, ça va. Mais dans le cas où il y a des investissements publics, tu regardes les finances du Canada, on ne réalisera pas tous ces projets-là dans les 3-4 prochaines années. Oubliez ça. C'est là que les choix vont peut-être faire des déçus quand M. Carney va prendre ses décisions. Mais à suivre, donc, une rencontre globalement réussie. On a quand même senti François Legault qui en repartait satisfait. Ce qui me frappe quand même, c'est comment... tout à coup, les changements climatiques, ça n'existe plus au Canada. Là. Non, mais... T'as raison. Il n'y a plus de ça, là. C'est plus dans le décor. Mettons, hier, ils se sont rencontrés. Économie. Oui. C'est un des effets de Donald Trump, là, c'est vraiment ça. Parce que c'était ça un peu le but de cette rencontre-là. Je m'excuse de t'interrompre, mais c'était ça un peu aussi, c'est d'avoir un Canada uni pour... répliquer à Donald Trump, voilà. La fameuse phrase, je ne veux pas mal la reprendre, là, mais que les États-Unis ne seront pas capables de nous enlever autant que ce qu'on est capable de se donner à nous-mêmes ou de construire nous-mêmes. Bon, pendant ce temps, Donald Trump a mis des tarifs, on a mis des contre-tarifs et on a eu hier un premier portrait de ce que ça rapporte. Et ça a été payant.
quand même ces contre-tarifs. Ottawa qui a récolté 617 millions de dollars en revenus supplémentaires grâce aux contre-tarifs sur les importations américaines au mois de mars seulement. Et ça, ben, en mars 2024, c'est 430 millions. Cette année, c'est plus du double, 1,44 milliards. Ouais, c'est ça, milliards. Donc, c'est 600 millions de plus. C'est 600 millions de plus, donc 144 de plus. Quand même, c'est substantiel comme augmentation. En mentionnant que c'est nous qui le payons, là. C'est-à-dire, les contre-tarifs, c'est pas quelque chose qu'on a chargé aux... C'est ce qu'on a, nous, c'est ce qu'on a chargé à l'importation. Ouais. Ça veut dire que l'entreprise canadienne, je sais pas, mettons, l'épicier canadien qui a acheté des bleuets américains a payé pour les importer et donc a refilé la facture aux consommateurs. Donc, ces 600 millions, c'est pas des... Tu sais, c'est tentant de penser, spontanément, quand tu le dis aux gens, à l'importation, on pense que c'est d'autres qui... Non. C'est 600 millions de taxes payées par des Canadiens. Évidemment, avec pour but d'essayer de déplacer des produits, d'essayer qu'on achète plus local, qu'on importe moins des États-Unis. Mais en attendant, lorsqu'on a acheté des États-Unis, on a payé plus. On a payé une taxe à l'importation. Bon, peut-être que dans certains cas, l'entreprise, l'importateur l'a pris sur ses profits. Mais dans d'autres cas, on l'a tout simplement refilé aux consommateurs. On a dit, bon, ben nous, on a payé 25 % de plus pour acheter ceci, mais là, on leur vend 25 % plus cher sur la tablette. Et donc, on le refile en totalité, ça reste à voir aussi. Mais... Soit que l'entreprise le prend sur ses profits, ses marges de manœuvre, soit qu'elle le refile aux consommateurs. Encore quelques surprises à la commission d'enquête, ça clique. Ça s'est poursuivi hier et ça ne cesse de prendre de l'ampleur, cette commission-là. Hier, on parle déjà d'une facture de 1,1 milliard de dollars et ça pourrait être encore plus élevé, Mario, parce qu'hier, ce qu'on a appris, c'est que la SAC avait conclu 1879 contrats supplémentaires cachés avec des consultants et des fournisseurs. On parle de contrats de gré à gré, notamment avec des consultants assortis d'enveloppes budgétaires à dépenser selon les besoins. C'est l'avocat de la commission d'enquête qui a révélé tout ça hier. Elle dit que les employés de la commission sont incapables d'estimer le montant total là, engagé à cause de ce nombre élevé de contrats supplémentaires. On parle seulement de montants considérable. Donc, ça pourrait faire grimper la facture. Encore une fois, la commission poursuit son enquête sur son analyse de ces contrats-là. On va présenter, dit-on, d'ici la fin de l'enquête, là, un portrait plus précis. Ouais. Mais j'ai vu quand même la réponse de la SAC. Il faut comme rester un peu prudent. C'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup de contrats sans appel d'offres, là, de gré à gré. Ça soulève des questions. Mais la SAC dit qu'il y en a une partie qui a été réalisée avant. Oui, c'est de 2013 jusqu'à tout récemment. Fait que c'est sur une longue période. Tu dis, OK, c'est fait peut-être, mettons, 100 quelques par année. Là, c'est pas tout d'un coup. Mais l'autre affaire, c'est qu'il y a une multitude d'affaires. Tu as des contrats de consultants informatiques là-dedans. Mais tu as aussi, mettons, faut donner des tablettes à 50 employés. Puis tu as un contrat juste pour acheter des tablettes. Là, tu comprends? C'est juste un... Fait que, ou là, dans ce cas-là, tu dis, OK, il n'y a pas trop de... Dans le fond, c'est con à dire, mais c'est par marque. Si tu veux des iPads, mais là, t'as pas le prix, là, qui est fixe. Tu te feras pas avoir... Tu vas payer le prix des iPads, là, tu sais. Tu veux 50 iPads, mais tu vas payer 50 iPads. Il y a vraiment de tout là-dedans. Je sais pas si la commission va parvenir à démêler ça, là. Combien de ces contrats sont douteux, combien on a pu payer en trop. Alors, combien sont tout simplement là, des procédures administratives toutes simples. Attente aux urgences, on a un palmarès. Oui, c'est une nouvelle étude de l'Institut économique de Montréal qui concerne l'attente aux urgences. Et je vous pose la question, qui, selon vous, parmi toutes les provinces au Canada, remporte la palme? On n'ose pas tenter une réponse. Poser la question, c'est répondre. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Le Québec, bien sûr. L'étude qui a comparé depuis 2020 le temps d'attente dans toutes les provinces canadiennes, et c'est vraiment au Québec que les patients attendent le plus longtemps. Le temps médian, là, ça veut dire qu'il y a 50 % des gens qui attendent plus longtemps, 50 % des gens qui attendent moins longtemps, donc c'est la ligne du milieu. 5h23, c'est une hausse de 1 heure en 5 ans. L'île du Prince-Édouard, c'est 4h36, Nouveau-Brunswick, 4h28. Terre-Neuve-Labrador, c'est eux où le temps d'attente est le moins élevé. Oui. C'est 2h45. Ce qu'on dit, par contre, c'est que ces chiffres-là doivent être pris quand même avec un grain de sel parce que les méthodes, la façon dont on prend les données, la mesure, tout ça, c'est différent d'une province à l'autre. Mais ça donne quand même une idée que
Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous autres pour que ça fonctionne comme ça? C'est ça, il va falloir aller Ouais. voir. Mais ça démontre quand même, ces chiffres-là, que c'est pas juste dans notre tête. Là. C'est pas juste une impression quand on a l'impression d'attendre des heures aux urgences. C'est bel et bien le cas. Et ce que l'étude a remarqué aussi, c'est que globalement, dans l'ensemble du pays, les temps d'attente augmentent d'année en année et les systèmes de santé également se désagrègent. Puis le délai d'attente sont plus longs dans les grands centres urbains, donc là où il y a plus de population. Ça, c'est évident. Malgré tous nos problèmes en santé, je pense encore mieux au Québec dans un hôpital de région. Moi, en déménageant de Rivière-du-Loup à la rive sud de Montréal, là, il y a presque 20 ans, j'ai pas fait un bon coup sur le plan de l'accès aux hôpitaux, là, pas tout. Parce que, bon, on attendait l'hôpital de Rivière-du-Loup, mais tu finis par passer. Mais la première fois que ma fille, c'était en 2008, 2009, je sais pas quoi, 2009, ma fille avait eu un problème. Je m'étais présenté à Charles Lemoine, là. J'avoue, je capotais. Je me disais, OK, mais on te parle de temps d'attente de 24 heures. T'as même pas espoir. Pas espoir de passer. Je voyais tout le monde repartait sans avoir vu un médecin. Un après l'autre, les gens disaient... Mais c'est ça le danger. Mais c'est ça. C'est de repartir sans avoir vu un médecin puis d'avoir quelque chose de grave. Moi, c'est ça que j'ai fait. Genre, à 4 heures du matin, j'ai dit, là, ma blonde se lèvera demain matin. Elle appellera des cliniques. On va essayer d'avoir... C'est ça. Les cliniques sans rendez-vous là, qui devraient être plus accessibles, peut-être. Mais là, ça, c'est le plan de Christian Dubé. Il va ajouter 2 millions de rendez-vous en clinique pour des cas, des priorités 4, priorités 5. Ouais. Mais là, est-ce qu'il va le faire cette fois-ci? Est-ce qu'il va le faire cette fois-ci? C'est la grande question. Mais toute la question de la détérioration des urgences... Je sais pas comment on va prendre le dessus, parce que le vieillissement de la population, c'est pas fini. Là. Les bébés boomers, la génération la plus nombreuse, arrivent là, dans les 70 ans. Tout ça, leur nombre de visites aux urgences vont aller en augmentant. On n'est pas nécessairement sur la bonne voie. Bon, procès de Gilbert Rozon. Il a commencé son témoignage hier. Bon, si vous n'en voyez pas de grosses bombes dans l'actualité, c'est que là, pour l'instant, c'est plus son curriculum vitae. On n'est pas vraiment rentré dans les événements. Là, comme là, on c'est dit, ça. là. C'est ça. Ça fait 6 mois que son procès est débuté. On l'attendait, ce témoignage-là de Gilbert Rozon. On se rappelle qu'il se défend contre les allégations de 9 femmes qui lui réclament 14 millions de dollars pour des agressions sexuelles. Donc, c'était attendu, ce témoignage-là, mais pour l'instant, il a plutôt parlé de son enfance, comment il a développé un esprit entrepreneurial, son amour du spectacle, etc. Donc, oui, il est allé plus dans son passé par rapport à ça. Il n'a pas abordé cette question-là centrale du procès. Ça va venir là, parce qu'il recommence son témoignage jeudi. On parle de 7 jours, hein, total 7 jours, ça va être long. au total que la Cour a réservé pour son témoignage. Mais je pense que là, on va rentrer dans les affaires un peu plus sérieuse. On dit qu'il va témoigner avoir eu des relations consentantes avec 3 femmes qui le poursuivent. Puis les autres dénonciations, selon ce que son avocate avait mentionné au début du procès, ce seraient des histoires invraisemblables selon lui. Donc, ça va se poursuivre dans les prochains jours. Il y en a 9 qui poursuivent, mais c'est important de dire qu'il y a 7 autres femmes qui ne sont pas dans la poursuite. Donc, ne réclament pas d'argent, ne sont pas mêlées à ça, mais qui ont accepté par solidarité de venir témoigner. Pour dire, nous, on a vécu des choses semblables, puis voici, puis de décrire, puis de répondre aux questions. Donc, au total, ça fait 16. Les 9 qui poursuivent, puis les 7 qui sont venus ajouter leur témoignage, ça fait 16. Donc, il y en a 3 pour lesquels il va reconnaître des relations. En disant, lui, sa version, c'est qu'elles étaient consentantes. Ça en fait 13. J'ai hâte d'entendre. Mon point, c'est que d'arriver au tribunal puis de dire, ben là, il y a une personne qui me poursuit, puis elle a inventé ça, elle est sautée sur le crinque, elle veut mon argent, tu comprends, elle veut obtenir de l'argent, puis elle a inventé une histoire. Bon, OK, puis ça se peut, là, ça se peut que quelqu'un... C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais là, c'est 13. Voilà. Donc, faut que son témoignage démontre que 13 personnes ont inventé une histoire, là. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'inventions. 13 personnes qui se connaissent pas vraiment, qui viennent de toutes sortes de milieux, mais ils ont tous inventé la même histoire, ou une histoire semblable, là, concordante. Plus les 7 qui se présentent, c'est difficile de témoigner de ces choses-là. Là. C'est des relations intimes, l'intimité, se confier, c'est pas évident contre interro. C'est très difficile. Donc, de vouloir aller là de plein gré, effectivement, je me range vers. On a hâte d'entendre son témoignage. Jeannette Bertrand et Pauline Marois vont être honorées aujourd'hui, Isabelle, au l'hôtel de ville. Il y avait l'ordre de Montréal hier qui a été remis à Jeannette Bertrand, qui est la plus haute
hautes distinctions honorifiques de la métropole. Ensuite, Jeannette Bertrand, à nouveau honorée, mais à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, elle qui a reçu un doctorat honoris causa pour tout ce qu'elle a fait pour la sexualité et l'intimité au Québec, l'avancement. Et Pauline Marois, elle, c'est la première femme qui est devenue premier ministre du Québec 2012 à 2014, mais elle est aussi devenue hier la première chancelière de l'histoire de l'UQAM. C'est un poste où elle veut se servir de ça pour défendre la liberté académique. Les deux ont offert un super mot hier. Alors, on vous les a préparés en montage. TVA Nouvelle était sur place hier. Vous allez entendre donc Pauline Marois et Jeannette Bertrand. Apprendre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai fait que ça, apprendre, me lancer dans des domaines que je connaissais quasiment pas, mais avec la volonté de réussir, la volonté de faire ce que j'aimais. Et ce que j'aimais, c'était apprendre pour redistribuer aux autres ce que j'apprenais aux petites filles de ma classe. J'ai brisé, comme on dit, quelques plafonds de verre, comme première ministre, comme chef de parti au Parti québécois et maintenant comme chancelière de l'UQAM. Quand je pose des gestes comme ceux-là, quand j'accepte des responsabilités comme ceux-là, j'ai l'impression que je le fais aussi pour les femmes. Mais c'est très bien, mais c'est pas si c'est un hasard. Tu sais, il y avait eu cette carte de métro. Pour la Journée des droits des femmes. C'est ça, qui honorait plusieurs femmes. Et on sentait que c'était, d'ailleurs, notre collègue Sophie Durocher avec qui, on sentait que c'était woke, là, mais comme maladif, au point où on avait exclu des femmes, disons-le, des femmes québécoises, francophones, de souche, qui ont pris au fil des années des positions un peu plus nationalistes, avaient été barrées. Jeannette Bertrand et Pauline Marois étaient les deux premières qui étaient faciles de nommer. Jeannette, compte tenu de l'ampleur de son œuvre, on célèbre ses 100 ans cette année. Pauline Marois, écoute, dans les femmes du Québec, c'est la première femme qui a été première ministre, qui a été élue au plus haut poste. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un peu de réparation de ça là, dans les... Pas que c'est pas justifié, mais dans l'espèce d'urgence que 2 mois plus tard, peut-être c'est un hasard, peut-être c'est un hasard qui fait arriver ça. Mais... Les explications qu'ils avaient données, c'était on a voulu mettre en lumière des femmes qui ont été oubliées dans l'histoire. Ça a été les explications. Pas beaucoup la route, là, ces explications-là. C'était particulier à Cube Télé, Jean-François, qui vous remet la fameuse carte qui avait été faite avec les noms des femmes marquantes. Oui, puis des femmes, sincèrement, dans la liste, là, des femmes très, très, très peu connues. Bon, je veux rien leur enlever, mais tu sens que c'était une recherche, la diversité à côté. Ça prend de la diversité, peu importe quoi. C'est un travail intéressant, mais tu peux pas écarter les piliers non plus. Non, impossible. Ben non. Encore des mauvaises nouvelles pour Mario Pelcha, Isabelle? Je trouve ça tellement triste pour lui parce qu'on se rappelle qu'il voulait faire des concerts à son domaine, le domaine Pelcha, le Maître Auger. L'année passée, on lui a interdit de faire des spectacles alors qu'il avait vendu des billets. Mais l'année passée, je me souviens de m'être intéressé au dossier. On avait laissé entendre qu'il avait peut-être manqué de temps, la CPTAQ étudiait tout le dossier. Et là, il s'est passé 1 an. Et là, c'est toujours non. La Commission de protection du territoire agricole du Québec refuse toujours parce que les autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur que l'aspect commercial, l'aspect spectacle prenne le dessus sur l'aspect agricole. Puis eux autres, ce qu'ils veulent protéger... C'est un vignoble. Je sais, mais eux autres, ils se disent... Il n'y a pas de projet... Y a-t-il un projet d'arracher ces vignes? Non, mais... Eux autres, ils disent, oui, mais les gens vont y aller pour les spectacles, pas pour le vin. Le vin devient accessoire. C'est ce qu'ils disent pour leur défense. Parce que lui, s'est dit, mais écoutez, là, je vais vendre quand même des billets. Il y avait Christian-Marc Gendron, Paul Darèche, Manon Séguin qui étaient à l'horaire. Il y avait 45 spectacles de prévus cet été. Mario Pelcha espérait quand même vraiment le faire. Puis il dit que pour sa santé mentale, ça a été difficile dans les dernières années parce que c'est vrai que l'année passée, on se disait, c'est peut-être une affaire de paperasse. Au Québec, on est bon dans paperasse. Des fois, tu oublies de remplir 2-3 documents. C'est peut-être ça. Finalement, 1 an plus tard, comme tu dis, il n'y a rien qui change. Je trouve ça dommage parce qu'on rate un moment justement pour faire unir culture et agriculture. On veut faire connaître à une autre génération, à un autre public. Ça aussi, je trouve que les spectacles, c'est une belle façon. Nathalie Simard, en 2017 aussi, avait essayé de faire quelque chose du genre à sa cabane, la cabane chez Nathalie en Mauricie, puis ça y avait été refusé. L'année d'après, elle avait mis en vente sa propriété. Parce qu'à partir du moment où tu forces, pour beaucoup de cas, là, tu dis le seul endroit où tu peux faire des ventes, c'est ton vignoble ou ta cabane à sucre. C'est que tu te dis, OK, ça, c'est rarement en ville. C'est dans un rang, c'est loin, il y a de bons kilométrages à faire pour te rendre dans un endroit plutôt isolé. Bien, c'est logique que les gens fassent créer un événement plus gros ou un prétexte plus gros pour justifier que les gens vont faire ce kilométrage-là pour peut-être juste goûter le vin, mais peut-être aussi goûter le vin, prendre un repas, regarder un spectacle. Échanger avec d'autres. Enfin. Bon. Mais je trouve ça très décevant. Et pour terminer cette tournée d'informations,
un auditeur de la Rive-Nord qui nous écrit, tenez-vous bien, parce que on en a parlé la semaine passée, puis avec Benoît, des chantiers fantômes, c'est fini à Montréal, au Québec. Alors, selon cet auditeur, je prends sa parole, route 333, direction sud, Saint-Jérôme, le ministère des Transports du Québec. Il ne faudrait pas que Mme Guilbeault entende ça, là, elle va faire une syncope. Le ministère des Transports du Québec a installé des cônes, des pancartes, même une affiche lumineuse depuis une dizaine de jours. Là, l'auditeur écrit en majuscule. Crie-le, il faut que tu le cries parce que c'est en majuscule. Il écrit en majuscule, je n'écrirai pas. Aucun ouvrier, aucune machinerie. 10 jours que la voie de droite est rétrécie. Aucun travaux, aucun ouvrier, aucune machinerie. Croyez-le ou non, il semble que ces choses se produisent encore chez